Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce nouveau webinaire offert par RoseUp Association. Pour celles qui ne connaîtraient pas notre association, nous sommes là pour vous informer, vous accompagner et défendre vos droits. RoseUp informe les femmes atteintes de cancer via Rose Magazine, c'est souvent d'ailleurs comme ça que vous nous connaissez. Pour information, nous sommes actuellement en train de le boucler et il devrait paraître, il devrait arriver dans les hôpitaux, je pense, fin avril, début mai. Mais nous vous informons aussi via notre site internet rose-up.fr qui est actualisé plus régulièrement. Nous vous accompagnons via nos maisons roses à Paris et Bordeaux, et pour celles qui n'habitent pas ces villes, via nos ateliers en ligne quotidiens comme celui d'aujourd'hui. Et enfin, nous défendons vos droits en tant qu'association de patients. Je me présente, je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste et scientifique, et aujourd'hui, j'accueille le docteur Lemaire qui va répondre à vos questions sur les douleurs. Docteur, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de collaborer avec votre association. Je suis le docteur Antoine Lemaire. Je suis médecin spécialiste de la douleur et des soins de support et je travaille au centre hospitalier de Valenciennes dans le Nord où j'occupe la fonction de responsable du pôle cancérologie et spécialité médicale. Et effectivement, ma spécialité reste avant tout la prise en charge de la douleur spécifiquement dans le cadre du cancer. Parfait. Avant de lancer le webinaire, je vais juste vous rappeler son mode de fonctionnement. Seules les personnes qui se sont inscrites via Zoom et qui nous suivent via cette plateforme peuvent nous poser leurs questions via le petit onglet en bas de votre écran Q et R. Je transmettrai les questions au fur et à mesure au docteur Lemaire. Vous avez participé à l'élaboration d'une petite vidéo pour expliquer ce que sont les douleurs du cancer. Je vous propose qu'on la regarde, elle dure 5-6 minutes. Et comme ça, après, on pourra enchaîner avec les questions. Très bien. Alors, faut juste que je partage mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ça fonctionne? Oui. Parfait. Eh bien, je le laisse. Plus de la moitié des personnes atteintes d'un cancer souffrent de douleurs au quotidien, et ce, quel que soit le stade de la maladie. La plupart de ces douleurs sont chroniques, c'est-à-dire qu'elles durent plus de 3 mois. Mais elles peuvent également se présenter sous une forme plus aiguë. Elles sont souvent intenses. Leurs répercussions sur la vie quotidienne peuvent être majeures, altérant ainsi la qualité de vie. Ces conséquences de la douleur viennent s'ajouter aux difficultés propres à la maladie, rendant le quotidien parfois très compliqué. On estime que moins de 10% des patients atteints de douleurs dans le cadre d'un cancer sont totalement soulagés par les traitements prescrits. Pourtant, la médecine de la douleur n'a jamais été aussi efficace, s'intégrant dans ce que l'on appelle les soins de support. En parallèle du traitement spécifique du cancer, des équipes multidisciplinaires spécialisées sont à même d'aider les patients dans leur prise en charge, notamment de leurs symptômes, comme la douleur. Mais très peu de patients ont accès à ces équipes. Alors comment lutter efficacement et contre quelle douleur? Petit tour d'horizon. Les douleurs du cancer ont différentes origines, souvent associées entre elles. 70% de ces douleurs sont directement liées au cancer, par envahissement de la tumeur au niveau des organes, des os, des tissus sous-cutanés, du système nerveux. 20% de ces douleurs sont liées au traitement du cancer. En effet, même si le cancer peut se soigner et se guérir grâce à la chirurgie, aux chimiothérapies ou à la radiothérapie, ces traitements peuvent être pourvoyeurs de douleurs, tout comme les soins au quotidien. Parfois même, ce type de douleur survient alors que le cancer est considéré comme guéri. On les appelle alors des douleurs séquelaires. Enfin, 10% de ces douleurs n'ont pas de rapport avec le cancer, mais peuvent se surajouter, comme l'arthrose ou les migraines. L'autre particularité des douleurs du cancer est la difficulté pour les médecins d'établir un diagnostic précis de leur nature. Il existe en effet plusieurs mécanismes de douleur qu'il faut comprendre pour pouvoir adapter les traitements. Les douleurs peuvent être nociceptives. Elles résultent de lésions des tissus périphériques, par exemple au niveau d'un organe ou d'un os, qui provoquent un excès d'influx douloureux transmis au cerveau par un système nerveux qui, lui, est intact. Ce sont les plus fréquentes, souvent constantes et localisées dans la partie du corps concernée par ces lésions. Les douleurs peuvent également être neuropathiques. Elles sont alors liées à une lésion du système nerveux périphérique, comme les nerfs, ou du système nerveux central, comme la moelle épinière ou le cerveau. Elles ont la particularité de se présenter sous forme de brûlures, de froid douloureux ou de décharge électrique avec des sensations de fourmillement, picotement ou engourdissement dans la zone du corps concernée.
Dans la majorité des cas, les douleurs du cancer sont dites mixtes, c'est-à-dire qu'elles associent ces deux types de douleurs, nociceptives et neuropathiques. Elles ont donc plusieurs mécanismes, ce qui rend leur évaluation et leur traitement plus délicats et qui peut nécessiter l'avis d'équipes spécialisées en douleurs et soins de support. Il est donc nécessaire avant tout d'évaluer correctement les douleurs pour pouvoir les traiter au mieux. Cette évaluation sera dans l'idéal pluridisciplinaire, faisant appel aux compétences spécifiques et complémentaires d'infirmières, de médecins, mais aussi de psychologues ou de pharmaciens. Il est important, en effet, d'évaluer la douleur en elle-même, mais également l'ensemble de ses répercussions. Cette évaluation va donc permettre, dans un premier temps, de mieux connaître la douleur, son intensité, sa localisation au niveau du corps, son type, nociceptif, neuropathique ou mixte, la présence d'un fond continu, permanent ou non, et d'excès douloureux dits paroxystiques, qui surviennent de façon plus brutale et aiguë. Le médecin recherchera également les facteurs qui déclenchent ou aggravent la douleur, comme certains mouvements, la toux, la marche. Dans un second temps seront appréciées les répercussions de la douleur. Troubles du sommeil, limitation des activités à la maison ou en dehors, limitation de la marche et perte d'autonomie, repli sur soi, dépression, anxiété, perte de l'appétit, arrêt maladie. Pour cette évaluation de la douleur, il existe des outils spécifiques et adaptés à chaque situation que le personnel soignant peut être amené à vous demander de renseigner sous forme de questionnaire. De cette analyse précise découlera un diagnostic médical spécifique du syndrome douloureux, qui est la base du traitement. Les douleurs du cancer, comme toute douleur, doivent être traitées le plus tôt possible, idéalement avant qu'elles ne deviennent chroniques. Certaines douleurs peuvent même se prévenir par des protocoles spécifiques de médicaments, par exemple avant une intervention chirurgicale. Le traitement de la douleur du cancer ne se limite pas à la morphine, même si elle fait partie de l'arsenal thérapeutique dont nous disposons. Les douleurs nociceptives se traitent par des médicaments antalgiques dits classiques, selon une graduation en fonction de leur intensité. Cette stratégie, élaborée par l'OMS, permet d'utiliser des antalgiques simples, comme le paracétamol ou les anti-inflammatoires. Palier 1. Puis, si besoin, des opioïdes faibles, comme le tramadol, l'opium ou la codéine. Palier 2. Et enfin, les opioïdes forts ou morphiniques. Palier 3. Sachant que le premier palier est synergique avec les deux autres, renforçant leur efficacité. Il est important de prescrire un traitement morphinique selon des règles bien définies et de prévenir les effets indésirables comme la constipation. Les douleurs neuropathiques sont prises en charge différemment et pas en fonction de leur intensité. On utilise des traitements antidépresseurs, des antiépileptiques ou encore des traitements locaux sous forme de patch lorsque les zones douloureuses sont peu étendues. Les méthodes non médicamenteuses sont également efficaces et reconnues. Par exemple, la kinésithérapie, l'hypnose, la neurostimulation transcutanée, ou TENS, petit appareil délivrant un courant de faible intensité au travers d'électrodes placées sur la peau, ou encore la relaxation. Il est possible que l'association de plusieurs traitements différents soit nécessaire pour soulager les douleurs mixtes du cancer, ou que l'on ait recours aux perfusions dentalgiques contrôlées par le patient, appelées PCA, y compris à domicile. Lorsque les douleurs sont réfractaires au traitement bien conduit, les équipes spécialisées peuvent proposer dans certains cas des gestes anesthésiques spécifiques de la douleur, les blocs périnerveux, ou des gestes neurochirurgicaux, antalgie intratécale ou neurostimulation médulaire. Ayez le bon réflexe. Si un proche ou vous-même souffrez de douleurs du cancer, n'hésitez pas à consulter au plus tôt une équipe multidisciplinaire spécialiste de la douleur et des soins de support. Elle pourra vous proposer une prise en charge et un suivi adapté. On revient en direct. Donc déjà, on a bien posé les bases de ce qu'est la douleur, les douleurs liées au cancer d'ailleurs. Ce qui peut paraître étonnant, c'est ce chiffre de 10% des malades se disent totalement soulagés de leur douleur. Comment on explique que si peu de personnes soient soulagées Alors, c'est effectivement un chiffre interpellant parce qu'on se dit qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même une politique envers la prise en charge de la douleur qui s'est considérablement développée, notamment dans le cadre du cancer. Et donc, il y a différentes raisons à ça. Alors déjà, ce sont des chiffres globaux qui sont issus d'études internationales, mais c'est vrai que ça correspond malheureusement à ce qu'on constate toujours aujourd'hui. Un des principaux facteurs, ce n'est pas que la médecine soit insuffisamment
bonne en prise en charge de la douleur, même si c'est loin d'être parfait. Mais c'est surtout que les douleurs du cancer, quand on regarde les études des 40 dernières années, elles confirment ce chiffre, hein, à savoir que la douleur est insuffisamment prise en charge, mais la douleur s'est complexifiée. La douleur du cancer, par nature, c'est ce qu'on voyait dans le petit film d'animation qu'on a réalisé avec mon équipe, elle est complexe et donc de ce fait, il est difficile de la prendre en charge pour des raisons finalement de complexité, avec quand même probablement un manque d'accès aux spécialistes de la douleur précocement. Si vous voulez, la difficulté qu'on a en France, c'est qu'effectivement, tout le monde pense savoir gérer la douleur, et surtout avec des médicaments. Et en fait, comme on l'a abordé un petit peu dans le film, c'est plus complexe que ça. Et donc, de ce fait, l'accès, quand il a lieu aux spécialistes de la douleur et aux équipes spécialisées, il se fait souvent tardivement, avec des douleurs complexes, chroniques, donc par nature plus difficiles à équilibrer. Du coup, à quel moment il faut consulter et vers qui il faut se tourner? Alors, moi, la réponse, elle serait très claire. Le plus tôt précocement, c'est-à-dire que si on a un syndrome douloureux qui s'installe et que le médecin traitant est tout à fait capable de le gérer, ou le médecin spécialiste, l'oncologue, le radiothérapeute, ça se passe souvent très bien. Mais je pense que dès l'instant où on commence à avoir un échappement à un, voire à deux médicaments contre la douleur, là, il faudrait pouvoir adresser précocement aux équipes. Les équipes spécialistes de la douleur ne sont pas très nombreuses, surtout de la douleur du cancer, et n'ont pas vocation à se substituer aux équipes de premier recours, mais néanmoins, elles n'ont pas non plus vocation à être là complètement quand les choses ne vont pas bien et que tout a été essayé, si vous voulez. D'accord. Donc, on a compris, il y a plusieurs types de douleurs, les douleurs nociceptives et les douleurs neuropathiques. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler brièvement quelle est la différence et comment on les reconnaît surtout? Oui. Alors, la douleur finalement qu'on connaît le mieux, c'est ce qu'on appelle la douleur nociceptive, c'est-à-dire que à cause de la tumeur qui va envahir des tissus, que ce soit des tissus sous-cutanés, des organes, des os, comme c'était dit dans la vidéo, on va avoir, si vous voulez, une réaction inflammatoire puissante, très importante, avec une stimulation de ce qu'on appelle les nocicepteurs, c'est-à-dire les petits récepteurs qui sont contenus dans nos différentes structures cutanées ou viscérales. Et cette stimulation permanente va générer des douleurs. L'exemple typique, même hors cancer, c'est par exemple on se casse le poignet ou on se fait une fracture de hanche, on va d'emblée avoir cette réaction inflammatoire et ce déclenchement, cet avertissement du système nerveux qu'une douleur est présente. Ça, c'est la douleur nociceptive et cette douleur-là, elle va se manifester par des douleurs plutôt à type lancinante, de tiraillement. Donc, elle va avoir quelques caractéristiques. Et à contrario, on a un autre type de douleur qui s'appelle la douleur neuropathique, et comme son nom l'indique, qui est liée à une souffrance des structures nerveuses, comme on l'a vu dans le film, à la fois les structures nerveuses périphériques, mais aussi centrales, et du coup, va revêtir une présentation tout à fait typique, avec des symptômes vraiment différents. On va plutôt avoir des picotements, des tiraillements dans une zone, des fourmillements, un engourdissement, parfois même des démangeaisons, et puis des signes très typiques comme les brûlures, les décharges électriques. Et ça va souvent s'associer avec une sensibilité dans le territoire conservé qui n'est plus normale. La zone douloureuse, quand on va l'effleurer, qu'on va simplement la toucher, ça va être désagréable, voire douloureux, alors que normalement, ce type de stimulus ne doit pas déclencher des douleurs. Et ça, ce sont les douleurs neuropathiques. Mais très souvent, dans le cadre du cancer, les deux types de douleurs vont s'associer. Elles vont s'associer soit simultanément, soit à différents moments, s'alterner, être présentes. Voilà. Et bon, ça, on va en parler, mais c'est pour ça que dans mon livre et dans différentes publications internationales, j'ai qualifié la douleur du cancer de multimorphe, parce qu'elle va sans arrêt changer et sans arrêt avoir des présentations différentes. Et c'est un piège pour les médecins qui, justement, à un temps T, vont préconiser tel ou tel traitement, mais rapidement, après, ce traitement pourra ne plus être valable, par exemple. D'accord. Donc, vous parliez de votre livre, je vais en profiter pour le présenter parce qu'on me pose la question en parallèle. Donc, c'est Soigner les douleurs du cancer. Voilà, et c'est aux éditions InPress. Donc, vous pouvez le trouver dans les librairies en ligne ou en click and collect en ce moment. Alors, juste avant de commencer à prendre les questions qui arrivent,
On a vu que les douleurs, vous disiez, pouvaient être traitées de façon médicamenteuse, notamment par des opioïdes. Est-ce qu'il y a un risque à utiliser ces opioïdes? Alors, bon, voilà, déjà, il faut savoir que les opioïdes ne sont pas la solution à tout. C'est ce Oui, que on déjà. disait, voilà, parce qu'il y a certaines douleurs, par exemple des douleurs purement neuropathiques, séquelaires des traitements, qui ne vont pas nécessiter des opioïdes. Mais effectivement, D'accord. quand on doit mettre en place des opioïdes, et c'est important de pouvoir le faire, si on respecte les règles de bon usage pour la bonne prescription, avec ce qu'on appelle une titration, c'est-à-dire qu'on va chercher à trouver la dose minimale efficace pour chaque patient. Si on respecte toutes les règles par rapport aux interactions avec les différents traitements, par rapport à la gestion d'éventuels effets secondaires, en analysant finalement la situation dans sa globalité, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, mais ça veut dire aussi que les opioïdes, donc les dérivés de la morphine, peuvent Mhm. être nécessaires à un moment, mais parfois il faut aussi penser à les arrêter. Quand ça n'est plus nécessaire, on doit pouvoir aussi penser au sevrage. Donc, vraiment, si on s'entoure des précautions d'usage pour prescrire les morphiniques, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Malheureusement, ces précautions d'usage ne sont pas toujours respectées, y compris par le corps médical qui ne sait parfois pas reconnaître les subtilités. Et puis, on a eu tendance à observer une attitude qui était la peur des opioïdes il y a Mhm. quelques années, hein, à une attitude qui a tendance à dire on prescrit très très vite les opioïdes et pas forcément de façon adaptée. En tout cas, on a aussi un effet, si vous voulez, d'ordre médiatique, parce qu'on a beaucoup entendu parler de la crise des opioïdes aux États-Unis. États-Unis, oui. Voilà, c'est ça. Il faut savoir qu'en France, la situation par rapport aux États-Unis n'est pas du tout la même Mhm. par rapport à ce qu'il se passe là-bas, aussi bien au niveau des molécules, mais néanmoins, on est toujours vigilant à l'utilisation des opioïdes à l'échelle globale. Donc, pas d'inquiétude particulière quand c'est fait dans un contexte de Voilà. suivi Dans adapté. dans les règles de l'art. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, qui est un livre destiné au grand public, aux Oui, patients, à leur entourage, pour qu'eux-mêmes puissent s'approprier oui, il est très accessible, très hein, je simplement. confirme. Ben merci, c'était le Il but est du très jeu. simple. Et l'idée, c'est que chaque patient, qui est celui qui connaît le mieux sa maladie, sa douleur, puisse s'approprier des clés qui, moi, à mon sens, ne doivent pas être réservées au corps médical. Et devenir un patient acteur, devenir un patient expert, venir voir son médecin en disant, écoutez, docteur, moi, je pense que j'ai tel type de douleur, j'ai vu qu'on pouvait avoir telle solution, etc. Et je pense que c'est même une façon, à la limite même, de sécuriser davantage la prescription Ouais. notamment des opioïdes. Ouais, c'est un peu la démarche de Rose Up, c'est pour ça qu'on fait ce webinaire d'ailleurs. Donc, comme vous le disiez, il n'y a pas que des approches médicamenteuses. Donc, vous en citez un certain nombre d'ailleurs dans votre livre. Quelles sont les autres approches pour soulager les douleurs? Alors déjà, il n'y a pas que les approches médicamenteuses et il n'y a pas que les médecins. C'est-à-dire qu'effectivement, pour prendre en charge la douleur, c'est, vous l'avez vu dans le film, un travail d'équipe. Et finalement, le patient et son entourage font partie de l'équipe. Pendant longtemps, on a parlé de finalement le patient au cœur des soins. Et à force d'être au cœur des soins, le patient parfois est complètement perdu, son entourage aussi, ils n'ont pas forcément accès à toutes les informations, l'ensemble des intervenants ne va pas forcément échanger entre eux. Et donc nous, on est plutôt pour une conception du soin où finalement le patient est un acteur de santé qui est celui qui va nous guider. Et donc va se greffer une équipe avec la complémentarité. L'infirmière va apporter ses compétences, la pharmacienne, le kiné, le médecin, etc. Donc on n'est pas dans une vision déjà qui doit être centrée sur le médecin. Et effectivement, comme vous le disiez, on va avoir trois catégories de possibilités de prise en charge. Il y aura les médicaments, évidemment, les prises en charge dites interventionnelles, qui vont être, par exemple, comme on l'a vu, certains types de chirurgie, certains types d'interventions en radiologie interventionnelle, qui ne sont pas forcément des interventions très invasives d'ailleurs, mais qui Ouais, vont très bien dans certains types de douleurs. Et puis, il y d'accord. aura toute la partie non médicamenteuse. Et là, on va d'ailleurs les soins de support, donc qui consistent à prendre en charge en complément du traitement du cancer l'ensemble des symptômes présentés par le patient et son entourage, préconisent par exemple l'hypnose dans la douleur. On peut Oui, avoir la relaxation, la sophrologie, les soins socio-esthétiques, l'activité physique adaptée, etc., etc. Donc on a un certain nombre de méthodes qu'on va pouvoir proposer à nos patients, la musicothérapie, la réalité virtuelle. Et l'idée, c'est de les proposer de façon adaptée. Et tous ces outils vont venir finalement proposer une action pour essayer de calmer au mieux la douleur et même parfois
de faire ce qu'on appelle, nous, une épargne en médicaments, c'est-à-dire d'éviter d'augmenter les doses ou de prescrire des médicaments parce qu'on aura des méthodes non médicamenteuses à notre disposition qui seront très efficaces. Oui, parce que finalement, la douleur, c'est très personnel. Finalement, il y a d'autres choses qui viennent en ligne de compte. Et donc, tout ce que vous citez, finalement, c'est presque plus du bien-être. Et ça permet de soulager la douleur. Évidemment. Et puis, par exemple, certaines approches non médicamenteuses, comme l'hypnose, Mhm. sont des thérapies qui ont démontré leur efficacité sur la douleur. Donc, Oui. effectivement, comme vous le disiez, la douleur, c'est toujours une expérience qui est subjective, qui est propre à Mhm. chacun, C'est la même dans chose. son environnement, dans son contexte, dans sa maladie. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il est important de considérer que chacun sera différent et de faire attention à ne pas protocoliser les choses pour chaque patient de façon systématique. Donc, ça veut dire analyser pour chacun de nos patients à la fois la douleur, mais aussi l'environnement dans lequel il vit, l'ensemble des traitements auxquels il a accès dans le cadre du cancer, son histoire personnelle, ses antécédents, éventuellement d'autres pathologies associées qui peuvent donner des douleurs comme la migraine, le diabète, etc. Et c'est cette analyse qui doit absolument être exhaustive et individualisée pour permettre de proposer justement les meilleures prises en charge de la douleur, qu'elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses. D'accord. Donc, on l'a compris, c'est très personnalisé. Donc, on n'est pas là pour faire des consultations individuelles, mais on va quand même prendre des questions concrètes. On sait que le sport est souvent préconisé, en tout cas, enfin, le sport, Oui, l'activité physique oui, adaptée est oui. préconisée en cas de douleur. Mais Cécile nous dit qu'elle a des douleurs au niveau de la plante des pieds, des sensations de picotement, brûlure, Oui, plutôt neuropathique, d'après ce que j'ai compris, oui. avec une hypersensibilité, donc comme vous en parliez, au point de ne plus pouvoir poser les pieds par terre. Donc là, clairement, bouger, ça va être compliqué. Oui, tout à fait. Quelles sont les solutions dans ce cas-là? Alors, ce qu'évoque Madame, effectivement, est très révélateur de la difficulté parce qu'on se retrouve dans un cercle vicieux de la douleur. Le fait d'avoir cette douleur, donc, qui est effectivement manifestement neuropathique, probablement conséquence d'une chimiothérapie, va entraîner une immobilisation par nécessité, parce qu'on ne peut plus bouger normalement, qui va elle-même entraîner un déconditionnement des muscles, des articulations qui peuvent s'enraidir, qui elles-mêmes vont générer des douleurs, et là on se retrouve dans un cercle vicieux. Et finalement, l'idée c'est d'aller interrompre ce cercle vicieux. Mhm. Dans le cas de Madame, on peut se dire qu'effectivement un traitement spécifique de la douleur neuropathique peut être mis en route pour essayer de commencer à atténuer la douleur, à casser ce cercle vicieux, pour ensuite adapter la prise en charge et pourquoi pas proposer des méthodes réadaptatives, une activité physique adaptée. Et donc, il va falloir forcément trouver le bon timing, le bon phasage avec une approche pour se dire, voilà, je dois commencer à casser le cercle vicieux, comment je vais le faire? Donc là, en l'occurrence, l'idée, c'est d'analyser la douleur, ses différentes composantes pour en prendre d'abord une en charge, puis après une autre, et donc d'avoir ce qu'on appelle un plan de soins pour aider cette dame à s'en sortir et à pouvoir justement se remettre en mouvement. Mais ce qu'elle dit est tout à fait vrai, et dans ce cercle vicieux peut s'installer par exemple une dépression, une anxiété. J'ai mal, je ne peux plus bouger comme avant, peut même s'installer un risque de prendre des arrêts maladie prolongés, de ne plus avoir envie de voir ses amis, de se désocialiser. Voilà. Et donc, forcément, le médicament ne va pas être une solution miracle pour tout, mais ça va être un élément de rupture du cercle vicieux associé ensuite à d'autres types de préconisations comme l'activité physique adaptée, etc., etc. D'accord. Et pour être concret, vous avez des exemples de traitements pour ce genre de Oui, douleur? alors on a des recommandations, donc là, manifestement, ce sont des douleurs neuropathiques séquelaires de la chimiothérapie, qui sont quand même très fréquentes. Et en fait, on a des recommandations nationales qui nous permettent de dire, ben voilà, on peut préconiser en première intention tel type de traitement, en seconde intention tel type de traitement ou d'intervention, etc. Alors très concrètement, en première intention, on recommande certains types d'antidépresseurs, certains types d'antiépileptiques. Alors, non pas parce que le patient est forcément dépressif, Oui, mais en fait, oui, souvent, vous le voilà. citiez dans la vidéo, c'est vrai que ça peut paraître Mais oui, mais complètement oui. Ce sont aberrant en fait, si vous voulez, ce et sont ça, des classes médicamenteuses dont on s'est rendu compte qu'elles étaient utilisées dans la dépression, mais qu'elles fonctionnaient aussi par leur oui, mécanisme d'action sur les c'est pas douleurs parce neuropathiques. qu'on a l'impression que la patiente est Voilà. dépressive qu'on lui prescrit. Voilà. Mais malheureusement, la plupart du temps, elles sont prescrites sans même qu'on explique aux patients Oui, pourquoi on c'est l'a ça, prescrit. Puis après, on rentre chez soi, on lit la notice et on se dit, ah ben maintenant, je ne suis pas du tout dépressif, j'ai mal. exactement. Voilà. Donc, Mm. c'est important qu'on puisse avoir cette information qui soit délivrée à notre patient sur pourquoi on lui prescrit le traitement, surtout que souvent,
pour certains traitements efficaces dans la douleur neuropathique, les doses qu'on utilise ne sont même pas antidépressives. Oui. Un médicament qui est la mithyriptyline, qui est un vieil antidépresseur, quand on l'utilise pour les douleurs neuropathiques, on commence par des toutes petites doses qui ne sont absolument pas antidépressives, donc qui ne vont pas jouer sur l'humeur. Donc, ça va être certains antidépresseurs. Ça peut être aussi des techniques non médicamenteuses comme la neurostimulation transcutanée, ce qu'on appelle le TENS, si tant est que la zone soit accessible. Alors là, par exemple, ça peut être indiqué sur une douleur neuropathique qui sera cicatricielle du cancer du sein ou de la radiothérapie ou de la chirurgie. Donc, on a différents niveaux d'intervention et différentes choses à proposer. Parfois, un seul traitement va suffire. Parfois, ce sera un traitement avec une méthode non médicamenteuse. Parfois, ce sera 2 traitements. Mais en tout cas, on a des armes pour lutter contre cette douleur. Et ce qui est donc capital, c'est de l'identifier. Et de l'identifier, comme je vous le disais, précocement, le plus précocement possible. L'idée pour nous, médecins de la douleur, c'est que quand une douleur neuropathique est identifiée, on puisse la prendre en charge tout de suite. Éviter qu'elle ne se chronicise, qu'elle devienne trop longue, qu'elle devienne trop intense et qu'elle ait des répercussions sur la vie de nos patients. Et malheureusement, c'est ça qui est encore difficile, c'est qu'on a tendance à considérer, c'est normal qu'on ait une neuropathie, la chimiothérapie, elle donne des neuropathies, mais c'est pas normal de souffrir. Et c'est ce message que je veux faire passer, c'est que la douleur, ce n'est pas une fatalité. Souvent, moi, ce que me disent mes patientes qui ont eu un cancer du sein, par exemple, et qui arrivent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, avec 4 ans de douleur, par exemple, c'est de dire, mais non, moi, j'étais assez réticente à venir, on m'en avait parlé, mais finalement, je me disais, mais non, je suis guérie de mon cancer, tout va bien, c'est ça le principal. Sauf qu'en fait, quand elles arrivent à la consultation, elles ont souffert pendant des années, des mois et des années, et ça, c'est compliqué. Et hier, je voyais en consultation une dame qui a effectivement une douleur autour de la cicatrice au niveau mammaire suite à la chirurgie et la radiothérapie depuis 2 ans. Et en fait, elle me disait, ben non, moi je ne suis pas quelqu'un à me plaindre, je vis avec, etc. Mais elle était, pour le coup, vraiment handicapée au quotidien par sa douleur, au point d'être gênée par la ceinture dans la voiture, le passage des vitesses, le port des sous-vêtements, etc., etc. Et ce que je lui disais, mais c'est qu'il n'y a aucune raison qu'on souffre alors qu'on peut proposer des thérapeutiques qui seront efficaces et qu'au contraire, la qualité de vie pourra en être améliorée. Oui, ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on entend souvent quand elles se sentent guéries de leur cancer. Elles ne se sentent pas forcément légitimes de venir embêter, entre guillemets, des médecins parce que par rapport à un cancer, ça paraît être anodin, mais c'est loin d'être le cas vu que ça a une répercussion sur la qualité de vie importante. Exactement. Et en miroir, le discours médical qui est souvent de dire, écoutez, vous êtes sorti de votre cancer, c'est Ça, normal, ça va passer. Voilà. Ou alors, vous allez avoir forcément des effets secondaires des traitements. Combien de fois j'entends des patientes qui étaient réticentes et puis finalement, elles sortent de la consultation, on ne leur a même pas prescrit de médicaments, une neurostimulation transcutanée ou alors un patch et aucun effet secondaire. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'idées reçues et c'est justement sur ces idées reçues qu'on cherche à lutter. Oui, donc il n'y a pas de fatalité et Non, contrairement à ce vraiment. qu'on dit, c'est pas avec le temps que ça va disparaître, il faut le prendre vraiment rapidement. Alors sur cette notion justement de durée de ces séquelles, il y a Suzy alors, elle a eu un cancer des ovaires avec laparotomie et chimiothérapie. Elle a fini sa chimiothérapie en décembre. Elle a toujours des douleurs. Justement, elle dit qu'elle pensait en avoir fini avec tout ça. Elle a des douleurs articulaires, des charges électriques dans les pieds et dans les mains. Du coup, elle a des difficultés à bouger et elle éprouve beaucoup de fatigue. Et elle se demande quand est-ce que ça va revenir à la normale, puisqu'elle espère reprendre une activité professionnelle. Et elle précise qu'elle pratique du yoga 2 fois par semaine pendant 1 heure et demie et qu'elle marche aussi 2 à 3 fois par semaine. Elle pensait que cette activité physique suffirait à atténuer ses douleurs. Ça illustre en fait finalement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire nous on appelle ça au niveau médical une approche multimodale. Il faut agir, la douleur est très complexe, plein de mécanismes différents, il faut agir sur tous ces mécanismes de façon complémentaire. Et donc la pratique du yoga c'est très bien, l'activité physique régulière c'est très bien, mais peut-être que ça ne va pas suffire parce que s'il y a par exemple des douleurs articulaires qui sont peut-être liées à un traitement hormonal, des douleurs neuropathiques qui ont peut-être été la conséquence de la chimiothérapie ou de la chirurgie, il va falloir aider le corps aussi à cicatriser, à aller mieux. Et donc, associer peut-être certains traitements spécifiques adaptés au cas de madame pour pouvoir l'aider et se dire que ça, plus ça, plus ça, créera une synergie d'approche de lutte contre la douleur et qu'au final, c'est probablement la synergie qui permettra de faire en sorte que ça aille mieux. Et peut-être que si on lui prescrit des traitements ou des approches non médicamenteuses adaptées à sa douleur, elle arrivera à
du coup à faire encore plus de yoga, encore plus d'activité Oui. physique, aller mieux sur le plan moral et à se dire, ben voilà, j'ai bon espoir aussi que ça se termine et que ça se termine réellement. Donc moi, ce que je peux lui conseiller, c'est de l'inciter vraiment d'aller voir un spécialiste de la douleur du cancer dans sa région, vraiment une équipe spécialisée pour pouvoir l'aider à justement avoir cette synergie autour de la prise en charge. Et justement, pour trouver ces spécialistes, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un syndicat ou un site internet qui regroupe les professionnels de la douleur pour... Alors, c'est une bonne question parce que justement, et ça j'explique aussi dans le livre, bon, il y a beaucoup de personnes capables de prendre en charge la douleur, mais en France, on est quand même sur un cloisonnement, comme on sait le faire, hein, avec parfois une vision des parcours de soins qui n'est pas du tout fluide. Comme je vous le disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'effectivement, et les études l'ont démontré, c'est surtout les oncologues, les médecins traitants et les kinés qui prennent en charge la douleur, ne sont pas toujours formés aux douleurs complexes. Et puis après, de toute façon, c'est compliqué parce que vous pouvez faire appel à la consultation douleur ou au centre antidouleur de l'hôpital de proximité, puis vous allez avoir là un secrétariat qui va vous dire, mais vous savez, nous, on ne gère pas du tout les douleurs du cancer. Moi, je le regrette, mais en France, il y a quand même encore hors des centres de lutte contre le cancer, il y a quand même encore des structures douleurs qui ne pratiquent pas du tout la prise en charge de la douleur du cancer alors qu'elles le devraient. Et donc ça, c'est un problème. Après, on oriente parfois mal les patients, les ressources en soins de support ne sont pas bien identifiées, etc., etc. Donc, par rapport à votre question, ce que je recommanderais, c'est de se renseigner avant tout sur le lieu de prise en charge du cancer. Ça peut être une clinique privée, ça peut être un centre hospitalier général, un centre hospitalier universitaire, un centre de lutte contre le cancer. Et normalement, les établissements qui sont autorisés en chimiothérapie, en radiothérapie, en chirurgie du cancer doivent, je dis bien doivent, et ont des crédits pour proposer aux patients les soins de support. Si elles n'ont pas les ressources sur place, elles peuvent faire appel à d'autres structures et orienter les patients vers un autre établissement qui aurait les ressources. Ça peut être un réseau de cancérologie, ça peut être un cabinet libéral où une personne ou des personnes pratiquent les soins de support et notamment la prise en charge de la douleur. Mais normalement, on est censé avoir ces ressources fléchées là où on est pris en charge pour le cancer. Alors, pour répondre à l'autre partie de votre question, on n'a pas encore d'annuaire de soins de support qui soit officiellement répertorié. On a un annuaire des structures douleurs chroniques en France qui est répertorié par les agences régionales de santé, qui est accessible via Internet tout simplement. Mais ça ne va pas régler le problème, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez effectivement voir que près de chez vous, il y a une consultation ou un centre antidouleur, mais ce n'est pas pour autant que cette structure-là prendra en charge spécifiquement les douleurs du cancer. Alors, pour les douleurs qui sont séquelaires du cancer, la plupart des structures douleurs chroniques prennent en charge. Et après, il va s'insérer un nouveau problème dans tout ça, c'est le délai de prise en charge. Malheureusement, les structures douleurs chroniques ont souvent un délai de prise en charge qui est long, culturellement quasiment, je dirais. Et on est censé effectivement, moi c'est ce que j'ai fait dans mes établissements, proposer, si besoin, pour les douleurs du cancer, une prise en charge même dans l'urgence. Il est beaucoup plus logique de proposer aux patients de les prendre en charge quand ils en ont besoin, plutôt que très tardivement parce que justement la douleur se sera chronicisée. Donc on a, et je ne vais pas m'en cacher, encore beaucoup de travail à faire en France pour identifier au sein des parcours, au sein des établissements, les différentes ressources et leur niveau de spécialité dans la gradation des soins. D'accord. Bon, alors, pour en revenir aux questions, vous l'avez abordé, il y a la question de l'hormonothérapie qui revient très régulièrement. On a Anne qui nous dit qu'elle est sous aromazine et qu'elle souffre comme vous disiez, de douleurs articulaires et de névralgie. Elle pratique la marche et la gymnastique, mais apparemment, ça ne la soulage pas. Pour les douleurs liées à l'hormonothérapie et donc à la ménopause, j'imagine, est-ce qu'on a des réponses spécifiques pour ça? Alors, c'est effectivement des douleurs très complexes à soigner. Ce qu'il y a de certain, c'est que alors parfois, de façon, quand on a de la chance, les anti-inflammatoires légers comme l'ibuprofène ou certains anti-inflammatoires vont fonctionner, à ne prendre évidemment qu'au moment des crises et pas au long cours. Et parfois, ce qu'on appelle les opioïdes faibles comme le tramadol, la codéine, l'opium vont fonctionner. Parfois, ça sera plutôt des opioïdes forts, de la morphine, mais à petite dose, parce qu'on sait maintenant que ça peut être beaucoup plus efficace de prendre de la morphine à toute petite dose et beaucoup mieux toléré que des opioïdes faibles comme le tramadol à plus grosse dose où il y aura des effets secondaires potentiels. Donc, quand on est dans ce cas de figure-là, et s'il y a une composante neuropathique, des anti-neuropathiques, voilà. Mais malheureusement, la plupart du temps, ce sont des douleurs qui sont complexes à équilibrer.
Et il y a quand même des choses intéressantes qu'on peut proposer. Dans les douleurs ostéo-articulaires et musculaires, il y a des méthodes non médicamenteuses qui sont très intéressantes, alors malheureusement qui ne sont pas forcément prises en charge par la sécurité sociale. Ça va être la cryothérapie. La cryothérapie, ça consiste à appliquer un froid, ce qu'on appelle la cryothérapie corps entier, c'est-à-dire qu'on se plonge pendant quelques minutes dans un froid à moins 60 et puis ensuite à moins 100 degrés, ce qui est énorme, mais qui va avoir une efficacité sur ces douleurs musculaires et ostéo-articulaires qui parfois peut se prolonger. Et des pays sont en avance par rapport à nous sur ce point-là, comme l'Allemagne, qui le rembourse dans sa prise en charge. Voilà. Et il y a très peu de contre-indications. Quand il y en a, elles sont bien identifiées. Ça peut fonctionner. Donc pour les patients qui ont la chance de pouvoir se payer des séances de cryothérapie, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant dans les douleurs polyarticulaires et musculaires liées à l'hormonothérapie. Dans les autres traitements non médicamenteux qui sont efficaces, mais pareil, toutes les structures n'en bénéficient pas, c'est ce qu'on appelle le laser basse intensité. Alors, on est très peu de structures à les utiliser. Moi, c'est une technique que j'ai mis en place dans le champ de la douleur. Cette technique, initialement, elle est utilisée dans le cadre de la prise en charge des mucites. Vous savez, quand on a une altération de la muqueuse buccale à cause des chimios ou de la radiothérapie, c'est la technique de référence. Et avec un laser de basse intensité qui est non invasif, ça fait en gros une lumière rouge. Alors en fait, c'est plus complexe que ça en termes de mécanisme d'action. On va aider le corps à cicatriser, voire on va même prévenir l'arrivée de la mucite. Et il se trouve que ce type de technique fonctionne remarquablement bien sous forme de séance sur les douleurs musculaires ou ostéo-articulaires qui sont liées à l'hormonothérapie. Malheureusement, comme je vous le disais, on est très très peu de centres à l'utiliser, pour ne pas dire moins de 10, moins de 5 en France à l'utiliser dans ces indications-là. Et moi, c'est vrai que je l'ai développé justement parce que je sais que ces douleurs sont complexes et je suis quand même pas mal de patientes maintenant qui en tirent vraiment un bénéfice de façon non médicamenteuse. Les séances durent 20 à 30 minutes, sont absolument non douloureuses et permettent vraiment de cibler l'action sur la douleur. Donc, cette technique-là, elle est majeure. Et donc, je suis actuellement un fervent défenseur de la technique pour essayer de le faire développer. Il y a 2 jours, j'ai formé les équipes de l'Institut Gustave Roussy en douleur en soins palliatifs pour justement les aider à mettre en place ce type de structure et les inciter à faire de la recherche avec nous pour qu'on avance. Donc, voilà, pour faire une conclusion sur ces douleurs, elles sont complexes à traiter. Et puis malheureusement, parfois, quand on n'arrive pas, l'oncologue va devoir proposer un changement d'hormonothérapie, voire un fractionnement de la prise qui peut être efficace. Voilà, au lieu de prendre une seule dose par jour, on la fractionne en 2 doses, matin et soir. Bon, donc ça nécessite forcément un dialogue entre l'oncologue, le radiothérapeute, le médecin de la douleur, le médecin traitant, parce qu'effectivement, souvent, le traitement hormonothérapie, une fois que le patient est guéri du cancer, c'est le médecin traitant qui va prendre en charge et il ne saura pas trop comment faire, quoi. Voilà. Sans oublier les méthodes non médicamenteuses autres, hein, comme l'hypnose, etc. Oui, l'hypnose pour les bouffées de chaleur ou même certaines douleurs ou l'insomnie. Je pense qu'on va probablement écrire un article là-dessus pour synthétiser ce que vous venez de dire, comme ça vous aurez un support écrit là-dessus. Je rebondis sur ce que vous venez de dire sur la prise en charge de tous ces soins de support. On en est où en France? On a parlé d'un panier de soins post-cancer qui est arrivé là fin décembre. Alors, en fait, le panier de soins de support, effectivement, c'est le terme officiel. Il date finalement de plusieurs années, puisque l'INCa et la Direction générale de l'offre de soins nous avaient demandé de travailler au sein de l'AFSOS, donc l'association francophone pour les soins oncologiques de support, qui est l'association vraiment de référence pour tous les soins oncologiques de support, dont je fais partie. Je suis membre du conseil d'administration et nous avait demandé de réfléchir à comment structurer l'offre de soins de support, ce qu'on avait répondu sous forme d'un panier de soins de support avec tout ce qu'on attend des structures qui prennent en charge le cancer à mettre à disposition pour le patient, notamment prise en charge de la douleur, prise en charge des troubles psychologiques, pour le patient, son entourage, de la nutrition, mais ça va être aussi l'oncofertilité, l'oncosexualité, tous les troubles sexuels. Voilà. Et donc, ce panel de soins de support, les établissements de santé reçoivent des financements, alors qui sont des financements pas très importants, parce qu'en fait, il y a énormément de structures qui prennent en charge le cancer. Et donc, finalement, même si à l'échelle nationale, les financements sont conséquents, on a l'impression d'un saupoudrage. Ouais. Donc, chaque établissement de santé n'aura pas forcément énormément de moyens. Mais ces soins de support, ils sont normalement obligatoires. On doit les proposer aux patients et ils sont gratuits. Ça, c'est vraiment une caractéristique française. Alors, ce qui a évolué
et que vous évoquiez en décembre dernier, en plus c'est un décret qui date du 24 décembre, C'est ça. et que, à force de se battre, on a réussi à obtenir que certains soins de support qui jusque-là n'étaient pas pris en charge le soient. Et notamment maintenant, tout patient qui a été pris en charge pour un cancer et qui est donc dans le cadre de sa prise en charge à 100%, l'ALD, va pouvoir bénéficier de consultations de diététiciennes et de psychologues, sous couvert d'un certain nombre par an et d'une certaine somme, qui seront pris en charge, et l'établissement qui le proposera sera remboursé de ces consultations, donc qui sont des consultations non médicales et donc par définition non tarifées. Et là, l'établissement pourra être pris en charge. Donc c'est déjà vraiment un premier pas qui va permettre certaines prises en charge. Donc, ce n'est pas le patient qui est remboursé, c'est la structure qui dispense. D'accord. La structure pourra proposer aux patients dans le parcours de soins les consultations de diététicienne, de psychologue, et il n'y aura pas la structure pourra donc se faire rembourser de ces consultations selon un barème qui a été établi et un nombre de consultations annuelles. Oui, d'accord, ok. Alors, il y a aussi une autre façon de soulager la douleur. Alors, vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est le cannabis thérapeutique qui commence à être expérimenté en France. Oui. Qu'est-ce qu'on sait de son efficacité sur les douleurs du cancer et quand est-ce qu'on va pouvoir y accéder si on y accède en France? Alors, si j'ai une approche parfaitement scientifique, dans les dernières recommandations de prise en charge de la douleur du cancer, qui sont des recommandations européennes, qui ont 2 ans, ces recommandations européennes stipulent qu'on n'a pas suffisamment de preuves scientifiques pour pouvoir recommander ou ne pas recommander l'utilisation du cannabis thérapeutique. Et c'est justement sur ce socle, ce constat de base, que démarre une expérimentation nationale par la fameuse ANSM, l'Agence du médicament. Alors aujourd'hui, néanmoins, les médecins de la douleur peuvent tout à fait déjà prescrire, depuis 2 ans, du cannabis à visée thérapeutique dans ce qu'on appelle le cadre d'une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation. C'est-à-dire c'est une espèce de dérogation où on monte un dossier et dans certains cas, qui sont très simples, ce sont les douleurs neuropathiques exclusivement, considérées comme rebelles, qu'elles soient d'origine centrale, quand elles touchent le cerveau, la moelle épinière, ce qui peut être le cas dans le cas du cancer, ou quand elles sont d'origine périphérique. Et donc, c'est vrai que nous pouvons monter un dossier et proposer, quand l'ensemble des traitements est en échec, il faut démontrer que ces traitements ont été prescrits et qu'ils sont soit mal tolérés, soit inefficaces. Et dans ce cas-là, on peut monter un dossier et obtenir l'utilisation de ce qui s'appelle le Marinol, le dronabinol, qui est un type de cannabis dans les douleurs neuropathiques. Alors, personnellement, j'en ai une bonne expérience maintenant, puisqu'on l'a proposé à de nombreux patients atteints de douleurs du cancer. Et parfois, de façon surprenante, on a effectivement une très bonne efficacité avec des patients justement qui vont parfaitement tolérer le traitement et en avoir un bénéfice parfois très net et surprenant. Parfois, on a moins d'efficacité, ou l'efficacité n'est pas prolongée, ou les patients nous disent finalement, ça a plus marché sur mon anxiété, où ça a stimulé mon appétit plus que d'agir sur les douleurs. Mais c'est vrai que globalement, cette molécule, on l'a à disposition, donc il faut pouvoir l'essayer, le mettre en œuvre. Ça, c'est, comme je vous le dis, possible depuis 2 ans dans toutes les douleurs ou soins palliatifs en France. Encore faut-il que les équipes soient formées et connaissent cet accès, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis s'entourer aussi d'un suivi sur le plan pharmaceutique pour vraiment pouvoir c'est très codifié, hein, les autorisations temporaires d'utilisation. Donc, on revoit le patient tous les mois. Le médicament est mis à dispensation au niveau de la pharmacie de l'hôpital, etc. Et donc, comme vous le disiez, on entre dans une phase d'expérimentation nationale par l'Agence du médicament sur les cannabinoïdes. Alors, cette expérimentation, elle est voulue depuis déjà 2 ans. Elle a été énormément retardée par la crise Covid, comme beaucoup de choses. Mais ça y est, elle voit le jour, puisqu'en fait, les centres ont été identifiés. Alors, en ce qui nous concerne, si vous voulez, il y a plusieurs indications pour le cannabis, et donc ça va être pour l'épilepsie chez l'enfant, pour la spasticité chez les patients polyhandicapés, etc. Mais il y a une indication soins oncologiques de support et soins palliatifs, comme il y a une indication douleur chronique. Donc, les centres qui sont investigateurs ont été identifiés, il y en a une 50aine en France, et chacun a été identifié en fonction de son indication. Et par exemple, nous, à Valenciennes, nous sommes centre au titre des soins de support et palliatifs. Et donc, ça nous permettra de prescrire du cannabis sous différentes formes. Là, je vous parlais du Marinol, qui est un type de cannabis. Là, on aura différents types de cannabis en fonction de sa composition. Donc, pour résumer, les 2 principes actifs, le fameux CBD et le THC. Et on aura différents types de galéniques, hein, donc la présentation du médicament. On aura des huiles, on aura de la vaporisation à inhaler. Et donc, on pourra vraiment proposer
différents types de médicaments, à la fois dans leur composition et leur formulation à nos patients et dans différentes indications. Et c'est ça qui est intéressant quand on est expérimentateur pour les soins de support, c'est que ça pourrait être dans l'anxiété, ça pourrait être dans la douleur réfractaire, ça pourrait être dans les troubles du sommeil liés au cancer, ça pourrait être également dans la perte d'appétit liée au cancer. Et cette expérimentation va donc à la fois nous permettre de le proposer à nos patients, mais aussi de l'évaluer et de se dire, bon, bah là, de façon scientifique et carrée, qu'est-ce qu'on peut attendre du cannabis? Et ça va être fait à l'échelle nationale de façon rigoureuse et scientifique. Donc cette expérimentation va permettre dès le mois d'avril que les centres investigateurs le proposent à leurs patients. D'accord. Et l'expérimentation va durer combien de temps? Alors cette expérimentation va durer de mémoire 1 an. Et on attend finalement de chaque centre un certain nombre d'inclusions, comme dans un essai thérapeutique, on nous demande de prescrire à un minimum de patients. Voilà, donc c'est une expérimentation qui va vraiment être assez intéressante. Alors, ça n'est pas un essai clinique à proprement parler, mais c'est vraiment une expérimentation qui va permettre, si vous voulez, aussi de sortir de tous les fantasmes, quels qu'ils soient. Hein, parce que parfois, on a tendance à le présenter comme la solution miracle à tout, et puis parfois, à être un petit peu sceptique, à se dire non, ça ne sert à rien, les essais cliniques ne sont pas concluants. Moi qui travaille dans le nord de la France, j'ai de toute façon des patients qui sont sous cannabis et qui vont s'en procurer soit aux Pays-Bas, soit en Belgique, soit de façon officieuse sous forme de drogue. Et donc, je pense que c'est bien qu'on ait enfin un panel de médicaments qu'on peut proposer à nos patients pour faire les choses correctement et évaluer correctement l'intérêt de ces thérapeutiques, sous forme médicamenteuse et contrôlée. C'est-à-dire qu'on saura précisément ce qu'on délivre à nos patients. Aujourd'hui, moi, j'ai des patients qui viennent, qui ont été achetés des flacons d'huile. Bon, il y a une petite étiquette, on ne sait pas d'où ça vient. Ils nous disent que c'est du CBD à 2%, puis en fait, on se rend compte qu'il y a 20 ou 30 substances et on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. Donc, on peut espérer avoir peut-être du cannabis thérapeutique en France dans les années à venir si l'expérimentation s'avère… Exactement, c'est l'intérêt d'une expérimentation à grande échelle, c'est de pouvoir en sortir des preuves cliniques et éventuellement, effectivement, que par ricochet, on puisse d'abord démontrer l'intérêt sur le plan médical et ensuite légiférer, puisque le cannabis est une substance illicite en France, du point de vue de la loi. Et on rappelle que dans l'expérimentation ne sera pas inclus le cannabis fumé. Non. Il y aura un système de vaporisation qui permet de l'inhaler, ce qui permet d'avoir un mécanisme d'action plus rapide, notamment sur la douleur. Mais non, les cannabis à usage récréatif ne seront pas utilisés. Alors, on a encore une question sur l'hormonothérapie. Emmanuel se demande si ça s'apparente à des douleurs neuropathiques ou nociceptives, ces douleurs liées à l'hormonothérapie. Alors, c'est une bonne question. D'expérience, en fait, on décrit souvent des douleurs qui sont plutôt donc, nociceptives, articulaires ou musculaires, mais quand on discute avec nos patients, on se rend compte qu'effectivement, ils ont des sensations de décharge électrique, les doigts peuvent être un peu boudinés, de compression, voire d'allodynie, c'est-à-dire qu'on effleure et que c'est douloureux. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'en faire l'analyse, et que si, ce qui peut arriver, il y a une composante neuropathique à cette douleur, il faut pouvoir la traiter. Parfois, ce qui se passe, c'est que c'est l'œdème au niveau de la main, du pied, ou des articulations, qui va venir comprimer les structures nerveuses et donner la douleur neuropathique. Donc, l'hormonothérapie en tant que telle peut être responsable de l'œdème et du gonflement et par là même induire, du coup, l'inflammation au niveau des nerfs. Donc, ça peut tout à fait être des douleurs mixtes avec les deux composantes et dans ce cas-là, nécessiter des traitements spécifiques. Et souvent, c'est cette part neuropathique qui passe à la trappe et qui n'est pas identifiée. D'accord. Alors, il y a Coralie qui dit très justement qu'en raison du Covid, il y a beaucoup de soins de support qui sont annulés. Est-ce qu'il existe des applications ou des choses qu'on peut faire des suivis à distance? Alors, il y en a, effectivement. Alors, déjà, pour revenir sur le fait que les soins de support soient annulés, ça, c'est un drame, effectivement. Ce qui est compliqué, si vous voulez, moi, je travaille dans un très gros centre hospitalier général, c'est le plus gros de France, donc le centre hospitalier de Valenciennes, c'est aussi gros que certains centres hospitaliers universitaires. On a le sentiment d'avoir la double peine, c'est-à-dire qu'en fait, le centre hospitalier public est au cœur de la gestion de la crise Covid, c'est notre mission et on s'y engage. Moi, par exemple, à titre personnel, je travaille en unité Covid, j'ai monté des unités Covid, j'y fais des gardes, mais la difficulté, c'est de trouver un équilibre parce que nos soignants travaillent dans ces unités Covid, sont extrêmement mobilisés et souvent aux dépens d'autres activités puisque nous n'avons pas
des soignants en plus pour gérer cette activité très, très consommatrice de ressources paramédicales et médicales. Donc, je dirais c'est à chaque spécialité, à chaque médecin d'essayer de faire en sorte d'au moins garder un socle de base de soins de support. À titre personnel, vous voyez, au cours de la première vague, parce qu'on nous avait demandé de tout arrêter, j'avais arrêté mes consultations sauf les urgences liées au cancer, aux douleurs du cancer. Et première vague, on continuait évidemment un télésuivi, on suivait nos patients à distance, on faisait de la télémédecine mais sur un mode dégradé. Ce n'est quand même pas l'idéal, mais néanmoins on essayait de garder toujours un minimum de choses. À la deuxième vague, même si elle était plus violente chez nous, et à la troisième vague, on a tout maintenu. C'est-à-dire qu'on part du principe que notre patient qu'on va prendre en charge au titre des soins de support, il n'aura pas besoin de souffrir en silence ou d'aller voir son médecin ou d'arriver aux urgences parce qu'il aura eu un gros souci. Et donc, pour répondre à la question qui est posée, effectivement, il y a eu des applications de télésuivi pour faire de la téléconsultation via des différents sites, etc. Beaucoup de médecins s'y sont mis, mais globalement, j'ai l'impression que ça a été un effet quasiment de mode ou d'obligation à la première vague et c'est retombé ensuite. Alors, pour plein de raisons, là, actuellement, je mène une étude pour la Société française d'évaluation et traitement de la douleur pour justement voir quelles ont été les utilisations de télémédecine durant la crise Covid. Et on se rend compte que les équipes l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix, et les patients aussi. Néanmoins, la télémédecine, ça peut être un outil très, très intéressant, très puissant, mais il faut que ça soit bien fait. Et puis après, il existe effectivement des applications qui vont vous permettre, par exemple, de faire de la relaxation, la sophrologie, de l'auto-hypnose, du yoga à domicile par vous-même, voire certaines même vont être connectées à des professionnels de santé pour vous suivre. Alors attention, parce que certaines vont être gratuites, certaines vont être payantes. Voilà, moi je mets en garde sur le fait que ce n'est pas toujours désintéressé. Voilà, donc, il peut y avoir de l'opportunisme derrière cette crise. Il y a un petit peu le risque. Le risque aussi, voilà, donc là on rentre dans une phase de troisième vague, on le sait tous, on le vit tous, qui est assez interpellante. Et on espère quand même, et je pense que les structures font au mieux pour pouvoir gérer leurs patients. Après, il y a énormément de disparités en France selon les structures, entre le privé et le public. Et on se retrouve dans des grandes difficultés. Donc, parfois, il y a de l'entraide entre les structures privées et les structures publiques. Parfois, il n'y en a pas. Parfois, il y a une compétition. Donc, voilà, c'est toujours très compliqué. Mais normalement, on a du recul sur la crise et on sait qu'il faut faire tout pour maintenir les soins de support, notamment la prise en charge de la douleur et de la nutrition pour nos patients. Pour information, nous chez Rosep, on vous propose toutes les semaines de la méditation, de la sophrologie, de l'APA. On a une kiné qui est spécialisée dans les douleurs post-cancer ou même de préparation à la chirurgie pour limiter les séquelles. C'est gratuit, pour préciser, donc n'hésitez pas à venir suivre ces webinaires, soit en live, soit sur notre chaîne YouTube. On les met en replay, comme celui d'aujourd'hui sera en replay dans les prochains jours, dès que j'aurai un peu de temps pour le faire. On nous pose, alors il nous reste encore quelques minutes, on nous pose la question de l'acupuncture. Oui. Sur la douleur, qu'est-ce qu'on en sait de son efficacité? Alors, l'acupuncture, c'est une technique qui est ancestrale, de toute façon, qui est une des techniques de la médecine asiatique, notamment chinoise. Et c'est vrai que l'acupuncture a un intérêt dans beaucoup de champs, que ce soit la douleur, que ce soit l'anxiété. Voilà, les bons acupuncteurs savent poser des indications et accompagner leurs patients avec une méthodologie, du temps passé en consultation, etc. Nous, ce qu'on a cherché à faire sur le plan scientifique avec certains collègues, c'est finalement passer en revue la littérature scientifique pour essayer de savoir effectivement quels étaient les niveaux de preuve de l'acupuncture, notamment dans la douleur du cancer. Et on se rend compte que c'est un niveau de preuve qui est hétérogène. Il n'y a pas toujours des études, mais il y en a quand même qui effectivement… C'est compliqué à étudier l'acupuncture parce qu'on n'a pas de placebo. Exactement, on n'a pas de Pareil. placebo. On a des civilisations, puisque c'est vraiment sociétal, comme la Chine, qui l'utilise depuis tellement longtemps qu'en fait, ils ne vont même pas forcément aller s'intéresser à le comparer à des médicaments. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont des techniques qui, a priori, n'ont pas d'effet nocif et qui vont avoir une approche du patient dans la globalité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en général, l'acupuncteur va vraiment faire un check-up complet sur la douleur, sur les troubles d'ordre psychologique, le sommeil, l'appétit, etc. et proposer une prise en charge holistique, vous écouter, pouvoir parler avec vous, etc. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est pareil, c'est d'avoir des bons praticiens, qu'ils soient médecins ou non, et de faire attention à son porte-monnaie aussi, parce que parfois, sous couvert d'accès
à des techniques qui ne sont pas toujours remboursées. Si par exemple le praticien n'est pas médecin, on peut tomber dans des dérives, y compris des dérives sectaires. Donc néanmoins, c'est une approche qui est très intéressante et qui est tout à fait complémentaire. Certains centres hospitaliers ont des acupuncteurs dans leur service et mettent en application en routine. Moi, par exemple, au niveau de notre centre antidouleur, je n'ai pas du tout d'acupuncteur, mais j'ai un ostéopathe, j'ai un posturologue, kiné, ergo, etc. Donc, voilà, il ne faut pas négliger l'intérêt de ces techniques-là, mais il faut que ça soit fait dans un cadre qui soit parfaitement éthique et par des professionnels. On a bien compris que soulager la douleur, c'est vraiment une approche, comme vous disiez, globale, parce qu'on nous pose la question de est-ce qu'un psychologue peut m'aider, est-ce qu'un sophrologue peut m'aider? Oui, ça joue sur d'autres composantes de la douleur et ça peut la... Et parfois même, on ne le soupçonne pas, mais c'est totalement intriqué. C'est-à-dire que nous, enfin, vraiment, je milite pour le travail interdisciplinaire. Chacun aura son rôle à jouer. Alors effectivement, parfois, on a le sentiment, on vient faire nos chimios, on est pris en charge pour le cancer, puis le psychologue qui dit, bah, n'hésitez pas, c'est difficile, je suis là. Bon, non, c'est plus que ça, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est vrai que nous, médecins de la douleur, quand on se rend compte que notre patient a en plus de gros soucis d'anxiété, de dépression, on ne va pas résumer la prise en charge à bah tiens, je vous prescris un antidépresseur. Ça peut être la stratégie, mais la stratégie, ça va être aussi la thérapeutique, l'accompagnement, libérer la parole, etc. Ce qui est important pour faire le lien avec ce que vous me dites là, c'est que la dépression, elle est dans la population générale d'environ 6%. La prévalence, c'est-à-dire 6% de dépression dans la population générale. Quand on a un cancer, et selon les types de cancer, et quand on est par exemple en situation d'évolution métastatique, même de situation palliative, les chiffres peuvent être alarmants. Ça peut être entre 25 et 40% de prévalence de dépression. C'est énorme. Et on sait que cette dépression, elle est malheureusement encore sous-diagnostiquée, sous-traitée, et quand elle est traitée tardivement. Parfois, on met en place des traitements même au moment de la fin de vie, alors que ces traitements vont mettre 4 ou 6 semaines à agir. Et donc, c'est important de pouvoir identifier la dépression, parce que quand on a des traitements et des prises en charge par des psychologues notamment efficaces, il ne faut pas s'en priver. La dépression, elle va venir altérer la qualité de vie. Quand on est douloureux, on l'est davantage quand on a une dépression, quand on a une anxiété. Et donc, oui, les psychologues, les équipes vont vous aider à pouvoir prendre en charge l'ensemble des symptômes, comme par exemple la dépression, et pouvoir améliorer votre qualité de vie. Moi, j'aurais beau être le meilleur médecin de la douleur du monde et proposer les meilleures techniques, les meilleurs traitements. Si mon patient a une dépression, que je ne l'identifie pas et que je ne la fais pas prendre en charge, je n'y arriverai pas. Du coup, vous avez fait un peu des émules parmi les personnes qui nous suivent. Il y a Céline qui se demande si elle habite dans une autre ville ou dans une autre région, est-ce qu'elle peut consulter quand même des centres experts dans le traitement alors, l'accès aux soins en France le permet, on choisit son médecin. Après, ce sont des aspects pratiques, c'est-à-dire qu'effectivement, faire des allers-retours. voilà, moi, j'ai des patients qui viennent effectivement parfois pour certains types d'expertise d'un petit peu loin, puis parfois ça peut être compliqué pour eux parce que c'est contraignant, etc. Alors, parfois, ça a un intérêt pour poser une expertise et ensuite la faire relayer dans la région. Les différents centres experts font ça, donc oui, c'est toujours possible, mais il y a beaucoup de tenants et d'aboutissants derrière, malheureusement. Voilà. Alors, il y a un spectateur anonyme qui nous demande, concernant, ça va me permettre d'enchaîner sur une autre petite question, que pensez-vous des injections de toxines botuliques? Ah, c'est une bonne question, monsieur ou madame le spectateur ou la spectatrice anonyme. Non, la toxine botulique, c'est vraiment un traitement impressionnant. Ça fait partie des rares médicaments qui ont un niveau de preuve scientifique impressionnant dans des tas d'indications. Et si vous voulez, effectivement, depuis l'année dernière, on a accès à la pratique de la toxine botulique donc dans le cadre des douleurs neuropathiques localisées. Donc, par exemple, moi, je viens de m'y mettre également dans ce contexte-là. Et c'est vrai que par rapport à d'autres traitements, c'est un traitement dont le niveau de preuve est impressionnant et qui peut effectivement aider nos patientes. Là, personnellement, j'ai commencé cette activité avec une consoeur et on a pu injecter de la toxine à des patientes qui ont des douleurs séquelaires du cancer du sein et qui finalement se retrouvent maintenant, grâce à la toxine, à avoir une injection tous les 3 à 6 mois qui leur permet de ne pas prendre de traitement entre deux, qui à la longue va leur permettre d'être complètement soulagés. Donc ça peut tout à fait être intéressant. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez récent. Les recommandations datent de 2020. Et donc, avant, en fait, si vous voulez, il y avait les recommandations scientifiques qui viennent de la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur. Et puis, on a maintenant un cadre de remboursement parce que la toxine coûte cher. Et donc, jusqu'à présent, on ne pouvait pas forcément avoir, si vous voulez,
une prise en charge ce qui est le cas maintenant dans le cadre des douleurs, avec ce qu'on appelle les traitements hors AMM. Donc oui, c'est une bonne indication et je pense à titre personnel que vu les preuves scientifiques, c'est une technique qui doit progresser dans les mois et les années qui viennent à tout prix dans la prise en charge de la douleur du cancer séquelaire neuropathique. D'accord. Eh bien, écoutez, on va peut-être aussi écrire un article là-dessus. J'avoue que je ne connaissais pas du tout cette technique. C'est le Botox et ses dérivés, puisqu'il y a plusieurs méthodes. Mais effectivement, on va venir, si vous voulez, agir vraiment en faisant des injections intradermiques, vraiment sous la peau, ouvrir la zone et avoir un mécanisme d'action très, très intéressant dans le cas de douleurs neuropathiques. D'accord. C'est intéressant. Et peut-être pour finir, est-ce qu'à contrario, vous avez connaissance de thérapies ou de pseudo-traitements contre la douleur qui ne le sont pas et qui peuvent même être peut-être dangereux? Oui, alors effectivement, malheureusement, la liste, elle peut être longue. La dame que j'ai vue, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui avait mal depuis 2 ans, m'a dit que pour sa radiodermite, donc c'est-à-dire une brûlure liée à la radiothérapie qui favorise ses douleurs aujourd'hui, elle était allée voir un coupeur de feu. Bon. Donc, il y a effectivement un point de vigilance qui est énorme à ce niveau-là. Les dérives sectaires sont nombreuses, puisqu'effectivement, un patient en détresse qui a une maladie parfois palliative sera prêt à tout, y compris financièrement, pour aller acheter tel ou tel médicament, faire telle ou telle pratique, et parfois avec un risque énorme. Moi, j'ai en mémoire une dame, une de nos patientes qui est malheureusement décédée d'une tumeur cérébrale et qu'on a pris en charge sur le plan palliatif et qui dépensait des fortunes pour acheter des traitements en Suisse qu'elle faisait venir sous couvert de méthodes et qui notamment, on en parle beaucoup en ce moment, du jeûne thérapeutique. Oui. S'est retrouvé à cause du jeûne thérapeutique totalement dénutri, avec un niveau de dénutrition en très peu de temps assez rapide et qui en plus a eu recours à certaines phytothérapies à base de certaines plantes et qui en fait était venu complètement déstabiliser sa chimiothérapie puisque ces substances ce sont des substances qui vont être métabolisées. Donc vigilance, on a même eu nous dans la région des mouvements sectaires qui ont été identifiés. On avait dû témoigner pour la police judiciaire, donc il ne faut pas être dupe de tout ça. Il faut être très, très vigilant. Il y a des personnes et des structures qui ne sont pas désintéressées dans ces situations. Oui, c'est important ce que vous dites sur le jeûne et la dénutrition. On a fait il n'y a pas très longtemps un webinaire sur tous ces problèmes de nutrition pendant le cancer. Le niveau de preuve de l'intérêt du jeûne n'est pas, dites-moi si je me trompe, mais n'est pas démontré. En revanche, on sait que la dénutrition a un impact direct sur le pronostic des patients. Donc, faites très attention avec ça. Et aussi pour les plantes, on avait écrit un article. C'est pas parce que c'est naturel que ça n'a pas d'effet. Il peut y avoir des interactions, comme vous le disiez, avec vos traitements. Donc, faites très attention. Si vous prenez des compléments alimentaires ou des plantes, parlez-en à votre médecin avant pour éviter tous ces problèmes. On avait aussi des questions un peu autour des somnifères et de ces problèmes d'insomnie liés à la douleur. Là aussi, j'imagine qu'il y a des solutions pour ça. Alors voilà, attention, grande vigilance aussi, c'est-à-dire que d'abord, si les troubles du sommeil sont liés à la douleur, il faut avant tout traiter la douleur. Si, comme c'est souvent le cas, ils sont multifactoriels, attention au recours systématique aux psychotropes, aux somnifères et aux anxiolytiques. Il faut aussi penser aux méthodes, aux approches non médicamenteuses, quelles qu'elles soient. Il peut y avoir des plantes et un médicament qui est très intéressant qui s'appelle la mélatonine, qui est en vente libre comme un complément alimentaire qui est disponible aux États-Unis et au Canada depuis des années et qui, lui, va être structurant pour le sommeil. Donc vraiment, la mélatonine, c'est quelque chose qui est accessible et qui est très, très efficace. J'avais fait une communication sur ce médicament dans un des congrès de l'AFSOS il y a quelques années. Et puis, évidemment, les mesures aussi qui sont, par exemple, d'éviter les écrans tard le soir, etc. Voilà, tout ce qui est finalement d'ordre du bon sens pour la gestion du sommeil. Parfois, un somnifère, un anxiolytique vont être nécessaires. Sur une courte période. Dans un premier temps. Voilà. Si les troubles du sommeil sont liés à une dépression, il faut traiter la dépression, la prendre en charge. Mais pareil, vigilance. On a trop souvent des ordonnances à rallonge où les patients ont été mis systématiquement sur tous les psychotropes. Alors on en essaye un, on essaye un autre, etc. Alors que le problème peut être réglé autrement. D'accord. Bon, on arrive à la fin de notre webinaire. Je pense qu'on a largement couvert le sujet. Je pense qu'il y a différents petits sujets qui font l'objet d'articles pour en parler plus longuement.
Donc, on aura compris, il y a beaucoup de solutions qui existent. Il faut s'y prendre tôt. Il peut y avoir des solutions médicamenteuses comme non médicamenteuses et qui peuvent être combinées si une ne suffit pas. Voilà, je ne sais pas si vous voulez finir sur autre chose, un petit... Non, non, bah, effectivement, oui. En fait, déjà, voilà, la douleur du cancer et les symptômes qui sont liés au cancer ne sont pas des fatalités. On a de plus en plus de solutions à proposer à nos patients. Et comme je vous dis, chaque patient doit être acteur et expert de sa maladie. Parfois, ce n'est pas évident d'aller se confronter au système de soins qui est très rodé, qui est très technique, mais néanmoins, on doit progresser sur ces champs-là et on doit pouvoir, nous, professionnels de santé, être à votre écoute pour vous aider. C'est vraiment nos missions. Donc, c'est important qu'aussi il y ait des associations comme la vôtre, et je tiens vraiment à saluer l'énorme travail que vous faites pour nous accompagner, parce que c'est grâce à des associations aussi comme la vôtre qu'on arrive à faire passer des messages et à communiquer en évitant la désinformation. Quand on va aujourd'hui sur Internet, malheureusement, les sources d'information ne sont pas toujours fiables et avec les réseaux sociaux, bah, évidemment, tout est possible. Donc voilà, on a besoin de tous s'allier pour y arriver et en tout cas, chaque année, on est normalement capable de proposer plus de choses que l'année d'avant et ainsi de suite. Et donc, on va réussir à changer durablement les systèmes de soins par cette façon-là. C'est la seule façon. Vous savez, l'inertie qu'on a sur l'organisation des soins, elle est importante. Et puis voilà, des associations comme la vôtre, comme l'AFSOS, des patients, des associations de patients, des professionnels de santé qui se battent vont permettre de réussir à faire changer les choses durablement et c'est notre objectif. Très bien, bah, c'est plutôt rassurant. Je rappelle, donc, si vous voulez vous renseigner sur les douleurs du cancer, donc le livre que vous avez écrit aux éditions InPress, donc comme vous le disiez, un patient informé est toujours plus actif dans sa maladie et peut même proposer des choses à son praticien s'il n'est pas au courant de certaines méthodes. Et concernant la petite vidéo qu'on avait passée au tout début du webinaire, je la mettrai en lien sur notre chaîne YouTube quand on mettra la vidéo de ce webinaire en ligne. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et pour vos réponses à toutes les questions. Merci à tous, au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.